Et bonjour à tous, merci d'être venus et d'avoir bravé les intempéries pour cette discussion philosophique un peu conclusive des rencontres de Cannes qui s'annoncent passionnantes. Donc avec Diana, nous allons un peu animer cette discussion entre deux philosophes éminents qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même rapidement présenter. Donc à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, André Comte-Sponville, donc philosophe, auteur de nombreux ouvrages formidables, parmi lesquels deux ouvrages qui nous intéressent tout particulièrement par rapport au thème de la journée. Petit traité des grandes vertus, c'est un livre de 1995, je crois, et puis plus récemment Contre la peur, sous le haut patronage d'Alain. Et puis à ma gauche, donc à votre droite, Francis Wolff, professeur émérite à l'École normale supérieure, spécialiste de philosophie antique. Francis, je ne crois pas trahir le projet en disant que ta dernière trilogie, tes 3 derniers livres, s'inscrivent dans une démarche d'anthropologie philosophique, d'exploration de ce qu'est la nature humaine, si une telle chose existe. Et donc je rappelle les titres de ces 3 ouvrages: Notre humanité d'Aristote aux neurosciences, 3 utopies contemporaines et tout récemment Plaidoyer pour l'universel aux éditions Fayard. Et donc la discussion du jour, évidemment, porte sur la démocratie. Ça fait 48 heures qu'on a des débats où on est de plein pied sur la crise de la démocratie. Alors moi, j'aurais envie de demander aux 2 philosophes que vous êtes, et peut-être pour commencer à Francis Wolff, un effort plus définitionnel. Qu'est-ce que c'est au fond que cette démocratie dont il a été beaucoup question ces 2 derniers jours? Merci David de ta présentation. Merci aux rencontres de Cannes de faire confiance à la philosophie pour éclairer ces débats et de nous avoir réunis, André, vieil ami, je ne dirais pas depuis combien de temps, mais enfin depuis très longtemps, et moi-même, dans l'espoir, en effet, alors je ne sais pas, François a dit de prendre un peu de hauteur, mais nous allons essayer aussi, tout en flirtant avec le concept et l'argument, de ne pas oublier les réalités. Alors en effet, la philosophie a entre autres objectif de proposer des définitions. Je vais en proposer plusieurs et elles vont être progressives. D'abord, une première remarque sur là où les crises de la démocratie. Je tenterai de l'expliquer, mais je crois que la démocratie est par hypothèse un régime de crise. C'est un régime de crise, et si vous comparez à des régimes, par exemple les régimes totalitaires, alors il y en a qui s'écroulent comme des châteaux de cartes, mais la plupart meurent écrasés par des bombes ou par la guerre. Mais pendant qu'ils vivent, ils ne traversent pas en réalité des crises. Alors il y a des crises souterraines, évidemment, mais ça se manifeste plutôt par une grande stabilité. Et il est évident que si la démocratie subit des crises, c'est aussi des crises qui elles-mêmes sont démocratiques et qui supposent en effet qu'il y a des éléments de démocratie, mais dans les démocraties les plus contestées. Alors, deuxième remarque sur la démocratie elle-même. Je n'ai pas envie de la définir comme on l'a fait jusqu'à présent à partir de la notion de peuple et de la notion de pouvoir du peuple. Je vais expliquer pourquoi. Je dirais que la démocratie est un idéal et peut-être même une utopie dans la mesure où elle suppose que le pouvoir est exercé sur ceux-là même sur lesquels il s'exerce. Autrement dit, pour le dire de façon plus simple, qu'il y a une identité entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux sur qui elle s'exerce. Ça, c'est l'idéal démocratique. Alors pourquoi je n'aime pas la définir à partir de la notion de peuple, ni même à partir de son étymologie, démocratie, parce que le mot démocratie est d'apparition relativement tardive dans l'histoire de ce régime. Le premier mot qui a défini ce gouvernement que j'appellerais populaire, ça a été un tout autre mot qui apparaît dans le premier texte de philosophie politique de l'histoire, qui s'appelle justement « Les histoires d'Hérodote ». Au livre 3, chapitre 80, Hérodote écrit ceci. Alors j'ai un papier par
fidélité à la lettre d'Hérodote. C'est un dialogue entre trois mages perses qui discutent des mérites comparés des trois grands types de régimes, la monarchie, l'aristocratie et ce troisième gouvernement qui ne s'appelle justement pas la démocratie. Et le mage perse dit « Il porte le plus beau nom de tous, isonomie. Ensuite, il ne commet aucune des exactions des monarques ou dont les aristocrates se rendent coupables. Le sort distribue les charges, les magistrats, c'est-à-dire les hommes politiques, rendent compte de leurs actes et toute décision y est prise par la communauté. » Donc, deux remarques sur ce texte. D'abord, les trois caractéristiques de ce gouvernement populaire, ce sont celles que j'ai données, rotation des charges, tirage au sort des magistratures et reddition de comptes, et le pouvoir, et toute décision y est prise par la communauté. En grec, on dit même tokoinon, en commun. Alors, d'où vient le mot démocratie? Il vient de ses opposants. Les opposants à Athènes, c'était ceux qu'on appelait les aristocrates, qui n'étaient pas un mot péjoratif parce que cela signifiait que le pouvoir, kratos, était exercé, aristoi, par les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui, par leur talent ou par leur naissance, étaient les seuls aptes à gouverner l'ensemble de la société, la communauté. Et les aristocrates se moquaient de cette appellation isonomie, et je viens à son étymologie. Isonomie signifie égalité devant la loi, l'étymologie est contestée, en tout cas, ou plus vraisemblablement, partage égal. Partage égal de quoi? Bien de tout. Des charges, des magistratures, et plus généralement du pouvoir. Bien, les aristocrates disaient ils prétendent à un partage égal du pouvoir, à l'isonomie. En réalité, c'est un kratos. En réalité, c'est aussi un kratos. Mais au lieu que ce soit le kratos, c'est-à-dire le pouvoir des aristoi, des meilleurs, ceux qui le méritent par leur talent, c'est le pouvoir du démos. Et le démos signifie péjorativement de la foule, de la multitude. Vous voyez la raison pour laquelle je n'ai pas voulu commencer par parler du pouvoir du peuple, parce que c'est au fond une appellation péjorative. Alors, bien entendu, j'ai dit, pour commencer, que c'était un idéal inatteignable. Et c'est un idéal inatteignable pour une raison encore plus fondamentale que celle de cette définition idéaliste, n'est-ce pas, que ceux qui exercent le pouvoir sont ceux sur qui il s'exerce. C'est que je crois que le ver est dans le fruit, il est dans le fruit de la politique. Pendant très longtemps, une des interrogations classiques en philosophie, peut-être même en philosophie politique, c'était de savoir si l'homme était un animal naturellement politique ou non. Il y avait grandes querelles entre ceux qui prétendaient que l'homme était un animal naturellement politique, c'est-à-dire qui s'associait très volontiers parce que c'était sa nature, et ceux qui prétendaient que non, fallait les y forcer, par exemple par une sorte de contrat par lesquels ils trouvaient leurs avantages ou non. Je crois que le problème a été d'une certaine manière définitivement tranché par une très belle formule du philosophe Kant qui parlait de l'insociable sociabilité. Alors, ça paraît une contradiction dans les termes, mais je crois qu'elle est extrêmement éclairante et je crois même que ça se démontre. Et pour vous démontrer que l'homme est à la fois naturellement politique et naturellement rebelle à la politique, ce qui va permettre de revenir à l'idée de démocratie, je vous inviterai à deux expériences de pensée. Imaginez que l'homme ne soit pas naturellement politique, c'est-à-dire que ce soit un animal qui soit rebelle à toute vie commune. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on verrait que les êtres humains
vivraient en groupes dispersés, comme certaines espèces animales, groupes éventuellement de consanguins, épars, etc. Et sans besoin d'une communauté politique. Alors ça correspond à une utopie bien connue, c'est l'utopie libertaire. Donc, ça n'est jamais ce qu'on constate. Ce qu'on constate, c'est que depuis qu'il y a des êtres humains, depuis Homo sapiens au moins, il existe des communautés politiques qui sont très diverses, des tribus, des cités, des empires, des États, mais il y a toujours une communauté politique qui réunit les hommes au-delà de l'identité consanguine et au-delà de la transmission transgénération. Donc, qui réunit bien au-delà de cela. Alors, deuxième expérience de pensée. Imaginez maintenant que l'homme soit, au contraire, un animal naturellement politique. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, les hommes s'assembleraient dans des communautés, tribus, cités, etc. Mais comme ils seraient naturellement portés à cette vie commune, eh bien, ils n'auraient pas besoin d'autre chose. Ils n'auraient pas besoin d'un pouvoir, ils n'auraient pas besoin d'un chef, ils n'auraient pas besoin d'un groupe dirigeant, ils n'auraient pas besoin de règles, de lois, de tribunaux, de répression, de police, d'armée, de ce que vous voulez. Ça se passerait formidablement. Et il y a des espèces animales pour qui ce serait possible. Donc c'est la preuve que, puisque ce n'est pas ce qu'on constate, on ne constate jamais de groupes, de tribus, de cités, d'États, de ce que vous voulez, dans lesquels il n'y a pas une instance séparée de la première, c'est-à-dire séparée de la communauté, qui n'exerce sur les autres un pouvoir, quel qu'il soit. Après, quel type de pouvoir, quelle est la forme de ce pouvoir, monarchique, aristocratique, etc. C'est une autre question. Donc vous avez forcément et toujours, lorsqu'il y a des êtres humains sur Terre, ces deux instances qui sont, j'allais dire antagoniques, qui traduisent d'une certaine manière la nécessité pour tous les hommes de s'associer dans des communautés. Alors pourquoi s'associent-ils dans des communautés? Ça peut être par intérêt, par nature, etc., pour échanger leurs biens. Parfois, on a pu dire que c'est les trois types d'échanges: échange de biens, échange de paroles ou de valeurs, et échange de conjoints, etc. Bon, bref, il y a cette nature, et il y a par ailleurs le fait que l'homme n'entre dans ces communautés que forcé par un pouvoir qui s'exerce sur eux. Donc vous voyez la raison pour laquelle je suis parti du fait que la démocratie était au fond un idéal, puisque on ne connaît pas de cas où il y a identification entre ces deux instances, l'instance de la communauté d'une part et l'instance du pouvoir. Alors, combien de temps tu me laisses encore? Encore un peu de temps. Alors, bien entendu, ça ne signifie pas, sous prétexte que c'est un idéal, d'une certaine manière que c'est une utopie. J'emploierai plusieurs fois ce terme utopie, et dans des sens ou avec des valeurs un peu différentes à chaque fois. Ça ne signifie pas que ce ne soit pas une bonne utopie. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que maintenant, la question qui nous est posée est de savoir si, c'était une des questions d'ailleurs que j'avais lues dans le déroulé des rencontres de Cannes, est-ce que la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, selon une formule fameuse, etc. Est-ce que c'est bien, ou est-ce que ce serait bien s'il y avait une démocratie au sens que j'ai dit, c'est-à-dire au sens idéal? Alors là, il y a deux questions en fait. Est-ce que la démocratie ainsi définie, c'est bien? Pour le dire de façon plus simple, est-ce que le fait que le peuple, avec tous les guillemets que vous voulez, gouverne, c'est une bonne chose? Et deuxième question, est-ce que le peuple gouverne bien? C'est deux choses totalement différentes. On a beaucoup parlé du premier, on a moins parlé du second, qui est aussi une question philosophique classique. Alors pour le premier, il semble qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que l'idéal, c'est quand même un bien, et qu'il faudrait tenter par tous les moyens de s'approcher de cet idéal. Pour savoir si une chose est bonne, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Il
faut la juger à ses principes ou à ses conséquences. En principe, l'idée d'une communauté qui exercerait sur elle-même son propre pouvoir, en principe, ça répond à une valeur qui s'appelle la justice. Nous avons le sentiment qu'il est juste que ceux sur qui s'exerce un pouvoir, ce soit eux-mêmes qui l'exercent. Nous avons cette intuition de justice parce que nous avons l'intuition qu'il y a, au fond, il devrait y avoir une répartition égale, donc ce que les Grecs appelaient isonomie, de à la fois cette charge, de cet honneur ou de ce bien, toute la question est là, qui consiste à exercer le pouvoir. Ça, c'est sur le plan des principes. Sur le plan des conséquences, je crois qu'un régime dans lequel, encore une fois, la communauté exercerait à elle seule le pouvoir, aurait deux conséquences positives. Première conséquence positive, eh bien, c'est sans doute le meilleur moyen d'assurer la paix sociale, la paix de la communauté, dans la mesure où on peut penser qu'il y a plus de sédition contre un monarque ou contre une oligarchie, il y a plus de raisons de sédition que de sédition à l'intérieur d'un régime qui, encore une fois, serait idéal et qui s'exercerait de cette façon-là. Première conséquence positive. Deuxième type de conséquence positive, c'est celle qu'il y avait dans le texte d'Hérodote tout à l'heure, eh bien, c'est probablement le meilleur moyen d'éviter qu'une caste, une classe, un groupe, oligarque, etc., s'empare du pouvoir, le fasse fonctionner à son profit, au détriment de tous les autres. Donc, la démocratie ainsi définie coche les trois cases. C'est bien en principe, c'est bien en conséquence positive et en conséquence négative. Maintenant, le problème, c'est évidemment qu'il semble que cet idéal ne puisse jamais se réaliser complètement. En Grèce, puisque nous sommes ici sous représentation du Parthénon, en Grèce, dont on dit que c'est l'Athènes du 5e siècle qui a inventé la démocratie, je rappelle comment ça fonctionnait. Les citoyens se réunissent dans une assemblée qu'on appelle l'ecclésia, et en effet, le fonctionnement de l'assemblée obéit à ce qu'on appelle l'iségorie, c'est-à-dire le droit égal de tous à parler pour proposer, pour faire une proposition, et le droit égal de tous à juger de la proposition des autres. Donc c'est un point essentiel. La démocratie ancienne est une délibération, est un régime de la délibération en commun et de la prise de décision en commun, même si certaines décisions techniques sont renvoyées aux magistrats et ne sont pas laissées à la délibération. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, rotation des charges, quiconque est gouvernant doit pouvoir être gouverné et quiconque est gouverné doit pouvoir être gouvernant. Et troisièmement, pour un certain nombre de charges politiques, sociales, tirage au sort. Voilà ce qui définit la démocratie par opposition à l'aristocratie, car l'aristocratie défend le principe contre le tirage au sort, qu'elle trouve arbitraire, même si on dit que c'est en fait religieux, c'est les dieux qui choisissent, etc. Il faut choisir les meilleurs, donc il faut défendre l'élection. L'élection n'est pas un principe démocratique, c'est un principe aristocratique. Quand nous élisons, nous choisissons les meilleurs, ou du moins ceux que nous estimons les moins mauvais, ou nous votons contre celui que nous estimons le pire de tous, etc. En tout cas, nous faisons un choix aristocratique. La grande renaissance de l'idée démocratique au XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, a acquis le principe qu'on ne pouvait plus tous se réunir sur la colline du Pnyx ou sur la colline de Montmartre, ni même sur la place de la République comme à Nuit debout. Eh bien, il fallait trouver un autre système qui était un système, lui, aristocratique, choisir les meilleurs pour être nos représentants, députés,
sénateur, président, selon les cas. C'est donc un régime mixte. Pourquoi il est mixte? Parce qu'il y a un principe aristocratique de sélection des meilleurs et il y a un principe démocratique qui est isonomique. Alors, dans l'idéal, à chaque tête, une voix, à chaque voix, une tête, même si au départ, ça n'était pas ça, c'était censitaire, même si les femmes ont été exclues, même si, etc. Je rappelle d'ailleurs, par parenthèse, mais tout le monde le sait, que dans la démocratie grecque, il y avait énormément d'exclus, hein, même si tout le monde, tous les citoyens se réunissaient. Je rappelle que n'étaient pas citoyens les femmes, les esclaves, les métèques, c'est-à-dire les étrangers résidents, ce qui fait, et évidemment les mineurs, ce qui fait quand même une très grande partie de la population. La population représentée des citoyens était évidemment minoritaire. Alors je termine peut-être ce premier exposé en disant quels sont aujourd'hui les ingrédients de quelque chose que nous appellerions démocratique. Ils sont au nombre de 3, à mon avis. Premièrement, en effet, l'existence d'un lieu de délibération publique entre des représentants qui sont ceux du peuple, puisque nous ne pouvons plus, ça c'est la première condition. La démocratie, elle est nécessairement représentative. Hier, on a eu des débats pour savoir s'il fallait aussi introduire une dose de participation, mais personne au monde ne réclame que la démocratie participative ou délibérative se substitue à la représentative. Bon. Donc, qu'il y ait une représentation. Mais ça ne nous suffit pas. Il faut au moins 2 autres conditions. Enfin, au moins une absolument et une seconde que je vais dire très rapidement. La seconde condition, c'est qu'il faut un corpus de lois, d'institutions qui protègent les libertés publiques, qui protègent l'indépendance du droit, qui protègent toutes les formes qui permettent aux individus d'exprimer librement leurs opinions, de les manifester, de pratiquer leur religion, etc. Autrement dit, tout ce qu'on a appelé les droits de. C'est la deuxième condition. Il y a des pays où la démocratie est représentative, mais où l'ensemble des libertés publiques, indépendant de la magistrature, etc., n'est pas assuré. Troisième condition, il faut aussi, pour que le sentiment démocratique soit présent, qu'il y ait un certain nombre de droits qui soient assurés. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit au travail. Je rappelle que ces droits créances, comme on les a appelés, ne sont pas des inventions marxistes, qu'elles font partie, par exemple, de la Constitution française. Alors, si cette troisième condition n'est pas remplie, cela a 2 conséquences. Une conséquence par rapport au sentiment de justice, qui est au fondement de l'idée politique d'isonomie puis de démocratie. Et deuxièmement, il y a une perte de confiance d'une partie de la population, peut-être même de la majorité de la population, par rapport aux espoirs que peut donner la démocratie, si elle n'assure pas ce troisième volet. Le volet 2 et le volet 3 ont en commun d'être fondés sur l'idée d'individu. Et j'y reviendrai là-dessus. Le premier volet est au contraire fondé sur l'idée que nous formons une communauté, un nous. Mais dans les 2 autres cas, il s'agit de ce qu'on appelle des droits subjectifs, des droits de et des droits à. Voilà comment l'idée originelle d'isonomie a traversé les siècles et pour donner quelque chose qui ressemble ou qui devrait ressembler aux 3 conditions que je viens de rappeler.
Bien, bonjour à tous. Prendre de la hauteur, disait François, ben voilà, ça vient d'être fait. La philosophie, ça sert entre autres à ça, à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Hein, j'étais avec le maire de Cannes ce matin et il nous disait, moi, je suis toujours le nez sur le guidon. Et la philosophie, ça sert à lever la tête. Prendre du recul dans le temps. Les Grecs, c'est bien en philosophie, comme on commence presque toujours par les Grecs, ça fait déjà 23 ou 25 siècles selon les cas de recul. Prendre du recul vers le haut, du côté du concept, de l'abstraction, et c'est bien. Hein, moi j'en ai un peu assez qu'on oppose toujours le terrain à l'abstraction, qu'abstraction ça devienne un mot péjoratif. Non, c'est bien de prendre un recul du côté de l'abstraction, et Francis vient de le faire très, très brillamment. J'ajouterais juste un autre recul dans le temps, mais plutôt vers l'avenir. Je vous proposerais bien, non pas une expérience de pensée, ça serait trop dire, mais une rêverie, une projection imaginaire. Imaginons dans 200 ans. Il n'est pas exclu que dans 200 ans, il n'y ait plus aucune démocratie au monde. J'en sais rien, ce n'est pas une prévision, mais ce n'est pas impossible. Il pourrait n'y avoir plus partout que des dictatures militaires, des États totalitaires, peut-être des États mafieux, hein, où simplement l'argent noir a occupé tout le terrain et a pris le pouvoir. Ce n'est pas exclu. Eh bien, imaginez dans 200 ans, dans un monde où il n'y aurait plus une seule démocratie, un petit groupe de démocrates qui se réunit clandestinement et qui étudie un petit peu la situation en France en 2019. Ils se diraient, mais putain, la chance qu'ils avaient. C'est incroyable. On pouvait manifester. Il y avait des débats, il y avait une droite, une gauche, un centre, etc. Vraiment, quelle chance ils avaient. Eh bien, cette chance-là, je ne l'ai pas entendue ces 2 derniers jours. Et j'ai le sentiment que nous ne voyons plus cette chance qui est la nôtre. Parce qu'à l'échelle de l'humanité, cette démocratie-là, même imparfaite, je ne dirais pas que la démocratie est toujours utopique ou un idéal. Non, c'est aussi une réalité. Mais par définition, la réalité, elle est imparfaite. Hein. C'est ce que Pierre-Henry appelait hier le côté déceptif de la démocratie. C'est jamais exactement ce qu'on aurait voulu. On n'est jamais tout à fait à la hauteur de l'idéal que Francis a présenté. Et en plus, c'est normal, puisqu'on n'est pas d'accord entre nous. Il faut prendre une décision. Et vous savez ce qu'écrit très joliment Engels, l'ami de Marx, hein, dans une lettre, je ne sais plus quel correspondant, il explique que la vérité de l'histoire, c'est que ce que veut chaque individu est empêché par chaque autre, si bien que le résultat qui s'en dégage est quelque chose que personne n'a voulu. Ça, c'est formidable. Je crois que c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que le peuple prend une décision, mais par définition, aucun individu ne s'y reconnaît tout à fait, puisque ce qu'il a voulu a été empêché par les autres. Et donc, la déceptivité fait partie, en effet, de la démocratie. Mais je vais vous dire, la déceptivité fait partie du réel. Je dirais que le réel est toujours décevant. D'ailleurs, en pensant à Pierre-Henry ce matin, un aphorisme m'est venu qui fait comme un résumé du tragique. Le pire est toujours possible, le réel est toujours décevant. Et je pense que les 2 propositions sont vraies et que ça définit ce qu'il y a de tragique dans la condition humaine. Mais je dirais qu'en matière de politique, le tragique est démultiplié, à la fois par les enjeux, par la souffrance, parce que le pire possible est vraiment un pire, mais aussi par cet aspect conflictuel, puisque nous ne sommes pas d'accord ensemble et que pourtant il faut prendre une décision. Forcément, la décision sera insatisfaisante pour au moins 49,9% de la population, des fois 48, 46, on s'en fout. Mais en vérité, même ceux qui ont voté pour le président ou la Chambre, ou la majorité de la Chambre, seront déçus aussi. C'est inévitable, c'est normal. Et c'est pourquoi parler de crise de la démocratie, j'ai entendu l'expression 20 fois dans ces 2 derniers jours, moi ça me laisse un peu perplexe, oui. D'abord parce que Francis a parfaitement raison. La crise est quasi consubstantielle à la démocratie. Il faut prendre une décision et on n'est pas d'accord.
mais qui plus est, je vois bien les difficultés. Le mouvement des Gilets jaunes, pour résumer, la crise sociale, la crise écologique, et le pire est à venir, la crise économique. Hein. Voilà les 3 crises que tu évoques dans ton livre. Tu as bien sûr raison dans le constat. Mais on pourrait dire aussi bien que notre démocratie vient de résister à 2 crises considérables. Une crise économique 2008-2009 qu'on n'avait pas vue depuis les années 20-30, et une crise sociale considérable qu'on n'avait pas vue peut-être depuis 95 ou 68, peu importe les références ici. C'est quand même un signe de santé. Oui. Une crise économique énorme, une crise sociale très dure, et aucun d'entre nous ne s'est couché un soir en se demandant mais est-ce qu'il y aura encore la démocratie demain matin? Oui. Alors, je ne veux pas dire que ah ben voilà, il y a plus pessimiste que moi. Bon, tu as raison, puisqu'effectivement le pire est toujours possible, mais il n'est pas toujours probable malgré tout. Voilà, et donc oui, donc ça ne gêne pas qu'on parle de crise, mais à condition de ne pas y voir la fin du monde. Ça fait partie de la santé de la démocratie que de surmonter ces crises. Deuxième observation, alors qui serait une déclaration d'humilité. D'abord, je ne suis en rien un spécialiste de philosophie politique, mais surtout, plus généralement, parce que ce n'est pas la philosophie qui va nous dire ce que doit être la démocratie. Autrement dit, ceux qui comptent sur Francis ou moi, ou sur nous 4, pour sauver la France, ils n'ont pas compris le film. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'évidemment, la philosophie, ça n'existe pas. Il n'y a que des philosophies différentes. Et comme chacun sait, les philosophes ne sont pas d'accord entre eux en matière de philosophie, mais je vous rassure, pas davantage en matière de politique. Et donc, l'idée d'un philosophe roi est évidemment intrinsèquement, non pas absurde, puisque Platon l'a eu, mais inapplicable. Mais il y a pire que ça, c'est qu'il n'y a aucune corrélation strictement observable entre telle philosophie et telle position politique. Et ça, moi, je le constate très souvent. Je reçois des tas de lettres de gens qui me disent philosophiquement, je suis complètement d'accord avec vous, mais alors politiquement, pas du tout. Et d'autres qui me disent votre philosophie n'est pas du tout la mienne, mais politiquement, je me sens très proche de vous. Oui. Et donc, ça veut dire que ça n'est pas la philosophie qui va nous dire ce qu'il faut faire. Pour une raison que je crois une raison de fond, c'est que la philosophie, elle n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Elle est là pour essayer de se rapprocher de la vérité, pour essayer de tenir un discours rationnel. Au fond, la philosophie politique, c'est quoi? C'est essayer de penser rationnellement la politique. Eh bien, je vais vous dire, de mon point de vue, là on rentre dans des thèses qui sont personnelles, qui relèvent d'une philosophie en particulier, mais de mon point de vue, donc la philosophie politique, c'est penser rationnellement la politique, oui, mais la raison n'est pas politique. Au sens étroit du terme, je veux dire que la raison n'est ni de droite ni de gauche. Elle n'est ni progressiste ni conservatrice. Elle n'est ni europhobe ni europhile. Et donc, un discours strictement rationnel, et s'il n'est pas strictement rationnel, il n'est plus tout à fait philosophique, ne peut pas prendre parti en matière de politique. Alors, ce n'est pas vrai seulement de la philosophie, c'est vrai aussi, au fond, a fortiori des sciences. Souvent, je prends l'exemple pour expliquer ça au grand public. Je dis aux gens, si votre adolescent de fils ou de fille s'interroge sur le sens de la vie, ou plutôt, parce qu'on avait la question du sens de la vie, est une mauvaise question, mais sur la valeur de la vie, spécialement sur la question, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Ça, je trouve que c'est une excellente question. Évidemment, vous n'allez pas emmener votre gamin voir un biologiste pour répondre à cette question. La question « la vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» ne relève pas, évidemment, de la biologie. Autrement dit, on pourrait dire que la biologie est existentiellement neutre. C'est pareil en politique. Votre gamin se demande « mais pour qui je vais voter aux prochaines élections présidentielles, mettons ?» Vous n'allez pas lui dire écoute, on va aller voir M. Kérol, c'est un bon politologue, il va t'expliquer pour qui il faut voter. Parce que justement, la science du politique, alors appelons-la la politologie, science imparfaite, on est tous d'accord, mais qui tend à se rapprocher de ce modèle. La politologie est politiquement neutre. En tant qu'idée rationnelle, la philosophie l'est aussi. Donc ça explique que des gens qui ont la même philosophie n'aient pas du tout les mêmes positions politiques. Sauf que nouvelle déceptivité. En philosophie, on cherche une vérité qui n'est ni de droite ni de gauche, mais on ne la trouve pas. Parce que justement, la philosophie n'est pas une science.
Et donc, nouvelle raison qui amène à ne pas compter sur la philosophie pour sauver la démocratie, c'est que la philosophie cherche une vérité, mais ne la trouve jamais de façon certaine, démontrable, vérifiable, parce que justement, à la différence évidemment de la biologie, mais même au fond à la différence de la politologie, la philosophie n'étant pas une science, échoue à détenir quelques vérités démontrées que ce soit. J'ai toujours philosophé, c'est penser plus loin qu'on ne sait. Je ne dis pas ça contre la philosophie, je dis ça pour la philosophie. Hein, parce que si vous arrêtez de penser quand vous ne savez plus, les conversations vont devenir beaucoup moins intéressantes. Parce qu'on ne va pas passer notre soirée à répéter que 2 + 2 font 4 et qu'on a pris la Bastille le 14 juillet 1789. Donc, penser plus loin qu'on ne sait, c'est formidable, c'est passionnant, c'est la philosophie, mais évidemment, du même coup, ça amène à une forme d'humilité nécessaire. Troisième remarque... la philosophie, ça tient à prendre du recul, ça pousse à l'humilité, spécialement en matière de politique, et ça tend vers une forme de sérénité. Bon, je n'ai pas dit de sagesse en matière de politique, ça me paraîtrait exagéré, mais en tout cas, éviter de rajouter de la haine à la haine, de la colère à la colère. Spinoza écrit dans l'Éthique qu'il faut opposer à la haine l'amour et la générosité. Ça me paraît beaucoup en demander, là encore en matière de politique, mais au moins ne pas rajouter de la haine à de la haine, de la colère à la colère, du ressentiment au ressentiment. Et j'avoue qu'en France, le climat devient tel que moi, je suis un peu fatigué de cet appel perpétuel à la passion, et le plus souvent aux passions tristes, comme on dit maintenant en pensant à Spinoza, la haine, la colère, l'envie, le ressentiment, etc. On vit quand même dans un pays où pour une bonne partie des gens de gauche, quelqu'un qui est de droite, c'est forcément un salaud ou un imbécile. Et on vit dans un pays dans lequel, pour une bonne partie des gens de droite, quelqu'un qui est de gauche, c'est forcément un imbécile ou un paresseux. Or, ces deux idées sont évidemment fausses l'une et l'autre. On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est une évidence. Mais sauf que dans le débat public, alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je dirais spécialement là, sur les réseaux sociaux, les très rares fois où j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, j'étais effaré de cette montée de haine, de violence, de mépris et de bêtises. La certitude de ce petit connard haineux d'avoir raison est devenue invraisemblable. Entre autres parce qu'il est enfermé, comme chacun sait, dans sa bulle cognitive. Essayez de faire baisser la haine. Opposer pas forcément l'amour, la générosité à la haine, mais au moins la raison aux patients. À la limite, un philosophe peut être en faveur du populisme, pourquoi pas, mais il ne peut pas défendre le populisme de façon populiste. C'est-à-dire du côté de la passion plutôt que de la raison. Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Je vais terminer par là pour ne pas être trop long. Moi, je dirais, ma définition à moi, parce que chacun est allé de la sienne, moi, je dirais la démocratie, c'est un régime où le peuple est souverain. Pas du tout un pays, c'est pas du tout le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme ça a été dit. Parce que le gouvernement par le peuple, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe, en vérité. Chacun comprend bien que dans nos sociétés très peuplées, très complexes, c'est à peu près exclu. Non, le peuple ne gouverne pas, le peuple, il est souverain. Le souverain, c'est quoi? C'est le pouvoir suprême. Souverain, ça veut dire suprême ici, dont tout dépend, enfin tout ce qui relève de la politique dépend, y compris le gouvernement, bien sûr. Bref, le souverain, c'est celui qui fait la loi. Et je pense que nous vivons dans une démocratie, parce que c'est le peuple français qui fait la loi, par deux voies qui ont été rappelées hier, par ses représentants, le Parlement, et par référendum. Ce n'est pas une société idéale, mais c'est quand même pour moi autre chose qu'un idéal de société. C'est la réalité, me semble-t-il, de ce que nous vivons. Et là, ça devient intéressant. Parce que si le peuple est souverain, c'est donc l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? C'est un membre du souverain. Donc nous sommes tous membres du souverain. Et donc Francis a raison de dire que le propre de la démocratie, c'est que ceux qui gouvernent, qui imposent la loi, les souverains, sont les mêmes que ceux qui sont soumis à la loi. Autrement dit, les citoyens et les sujets sont les mêmes. Parce qu'en philosophie politique classique, notamment chez Rousseau, qu'est-ce que c'est
qu'un citoyen, c'est un membre du souverain. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? C'est quelqu'un qui est soumis au souverain. Eh bien, le propre d'une démocratie, c'est que tous les citoyens sont sujets, tous les sujets sont citoyens. Autrement dit, en tant que citoyens, membres du souverain, nous faisons la loi, mais en tant que sujet, membres du peuple soumis à lui-même, nous devons obéir à la loi. Et c'est là où on retrouve ce que disait encore Pierre-Henri hier, nos démocraties ont besoin d'obéissance. Et je crois que l'une des faiblesses de nos sociétés, c'est que justement ce principe d'obéissance est quand même de plus en plus remis en cause. Mais qui plus est, en tant que citoyen, je suis en gros un 40 millionième du souverain. Mettons qu'il y ait 40 millions d'électeurs, je n'ai pas le chiffre en tête exact. Autrement dit, très très peu de choses. Et donc il va de soi que, en gros, mon avis n'a aucune incidence concrète. Chacun sait bien que vous alliez ou pas voter à la prochaine élection, ça ne changera rien. Moi, je n'ai jamais vu, ça fait 40 ans que je m'intéresse passionnément à la politique, je n'ai jamais vu une élection se gagner à une voix. Oui. En tout cas, aucune élection nationale. Et donc, en tant que membre du souverain, je ne suis presque rien, un 40 millionième du souverain, et par contre, je suis sujet à 100%. Il n'y a pas une partie de moi qui ne serait pas sujet. Ce n'est pas un 40 millième de moi qui est sujet, c'est 100% de moi qui est sujet. Et donc, mon devoir d'obéissance est infiniment non, est 40 millions de fois plus grand, si j'ose dire, que mon pouvoir de souveraineté. Et c'est normal. Et ça explique à nouveau ce qu'il y a de déceptif dans la démocratie. Puisque je suis beaucoup plus soumis au pouvoir, j'y suis soumis à 100% au peuple souverain. Alors que je ne suis que très peu participant de sa souveraineté. Et je crois que beaucoup de gens ont manifesté cela. Il y a beaucoup de choses à dire sur les gilets jaunes, et je n'en dirai rien parce que ce n'est pas vraiment le sujet, on a déjà beaucoup parlé hier, vous voyez, mais les gens qui ont le sentiment, mais tout ce qu'on dit, ça ne sert à rien. Bah oui, tu es un 40 millionième du peuple français. Et quand ils sont 300 000, c'est ce que rappelait le politologue hier, c'est plus qu'un individu, mais c'est quand même une toute petite minorité. 1 million, 2 millions dans la rue ou au grand débat, c'est une toute petite minorité. Et donc, moi, j'ai envie de dire, développons l'obéissance. On pourra après faire un débat sur les cas exceptionnels, qu'il faut se faire exceptionnels, où on a le droit de désobéir. Moi, je dis, on a le droit de désobéir dans un seul cas, quand c'est un devoir. Mais dans tous les cas où la désobéissance n'est pas un devoir moral, c'est l'obéissance qui est un devoir politique. Et donc, j'ai envie de dire, là encore, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Henri hier, nous sommes quand même un pays difficile à gouverner. Et quand je vois que les 3 derniers présidents de la République ont été à ce point impopulaires, quand je vois à quel point celui d'avant, Chirac, est devenu post-mortem populaire, je m'interroge quand même un petit peu, c'est vrai. Voilà, je crois qu'il faut réapprendre à aimer la démocratie, pas comme idéal, mais la chance infinie que nous avons de vivre dans une démocratie. Et apprendre à être un peu plus indulgent avec nos dirigeants. Parce que je crois qu'il y a une urgence, ce sera mon dernier mot, qui est de réhabiliter la politique. Nous n'y parviendrons pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font ou sur ceux qui en ont fait leur métier. Alors, s'il ne vous plaise pas, vous avez le droit d'en changer. La démocratie sert évidemment à ça. Mais moi, je m'interdis depuis plusieurs années d'ajouter de la dérision à la dérision. L'idée que nous soyons un peuple formidable, gouverné depuis 30 ans par un carteron de nuls, d'imbéciles ou de lâches, me paraît d'une plausibilité très réduite. Et donc, je dirais, apprenons à aimer la démocratie, apprenons à obéir et apprenons à nous respecter les uns les autres, mais y compris à respecter les hommes et femmes politiques. Merci beaucoup. Du coup, c'est à vous, André, que je pose la première question. Le peuple ingouvernable ou la société ingouvernable, c'était ainsi qu'avaient qualifié les conservateurs, notamment américains, dans les années 70. Une société qui, après les contestations des années 60, se montrait de plus en plus rebelle et de moins en moins justement soumise à ce pouvoir relativement traditionnel et relativement verrouillé qui était celui des États-Unis de cette époque.
et qui ont entrepris de mettre en œuvre les révolutions qu'on appelle des réformes qu'on appellera plus tard la révolution conservatrice ou néolibérale, qui vont vouloir justement gouverner ce peuple qui est devenu ingouvernable. Donc ma question, elle est comment dissocier entre ce qui relève de l'ingouvernementalité normale dans une démocratie, c'est cette espèce de devoir de rébellion pour vivre mieux, pour aller vers le progrès, et ceux qui relèvent d'une explosion potentielle de violence antidémocratique. Comment tracer une différence entre les deux? J'ai envie de dire que quand même, c'est le respect de la loi, quoi. On a le droit de manifester, on a le droit de signer des pétitions, on a le droit de faire grève. Tous ces droits sont garantis et à peu près respectés. À mon avis, mieux respectés aujourd'hui, s'agissant du droit de grève, que dans ma jeunesse. J'en ai un peu marre que tout le monde célèbre les 30 glorieuses comme le paradis démocratique. Il y avait des syndicats patronaux qui cassaient n'importe quel piquet de grève beaucoup plus violemment qu'aujourd'hui. Je crois même que la CFT, le syndicat patronal de notre jeunesse, n'existe même plus, me semble-t-il. Et donc voilà, il faut que ces droits soient exercés, et ils le sont à peu près. Moi, je suis davantage réservé, disons la chose concrètement, quand les gens s'autorisent à violer la loi. Par exemple, si vous arrêtez sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, vous ne gênez personne en vérité, mais c'est une amende, je crois, de 300 €. Vous arrêtez au milieu de l'autoroute avec 5 ou 6 poids lourds, on appelle ça une grève. Mais à ce compte-là, il suffit de 10 000 personnes, 100 000 personnes pour bloquer tout un pays. Or, c'est ce qui s'est passé un certain nombre de fois. Moi, je me souviens déjà, Sarkozy arrive au pouvoir, donc il y a X temps. Il commence à appliquer les réformes proposées par ce qu'on appelle la commission Attali. Donc l'une des premières, c'était libéraliser les taxis. Les Parisiens qui sont ici, ça, c'est vrai que les taxis à Paris, surtout avant Uber, ça marchait quand même pas bien. Les taxis menacent de bloquer Paris, et immédiatement, la réforme est annulée. Mais quelle réforme peut-on faire s'il suffit de quelques milliers de taxis pour bloquer un pays ? Imaginez que n'importe quel mouvement de droite, de gauche se mette à bloquer les raffineries, comme ça avait été fait encore très, très récemment. Évidemment, le pays est exsangue au bout de quelques semaines. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, on va envoyer la police. C'est-à-dire que quand on commence à désobéir, et pas au nom d'un devoir moral, mais simplement parce qu'on est contre telle ou telle mesure, on rentre dans un cycle de transgression et de répression qui n'est sain pour personne. Et donc, je pense que le devoir d'obéir, ne confondons pas la révolte, le combat, qui sont des choses parfaitement respectables, avec le mépris de la loi. Je crois qu'il est très important de revaloriser ce qu'on appelle l'ordre républicain, et au fond, c'est un beau mot, et donc le devoir d'obéissance. Merci donc pour vos deux interventions liminaires. Je voudrais que la discussion prenne philosophiquement un certain tour, et je vais adresser ma question à Francis, mais sur la base de ce que tu as dit, André. Tu as dit, par analogie avec le biologiste qui n'a rien à nous dire de la valeur de la vie, le politiste n'a rien à nous dire de... Le politologue. C'est pas la même chose. Moi, je préfère parler de politiste, parce que politologue, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a ici des politologues, des politistes et des philosophes politiques. Ce sont 3 disciplines universitaires différentes, mais bon, peu importe. Roland, tu connais des politologues? On en parlera plus tard. Mais donc le politologue n'a rien à dire au fond de la valeur de la politique. Ça, je l'entends parfaitement. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'au fond, la politique n'est qu'une affaire de valeur subjective et qu'elle n'est pas, a fortiori la démocratie, sous-tendue par une conception substantielle de la justice? Et là, il me semble qu'il y a peut-être un ferment de désaccord entre vous, puisque Francis, quand tu as présenté la démocratie, tu as commencé par dire que c'est un régime politique qui mérite d'être pris au sérieux parce qu'il est principalement lié à l'idée de justice. Donc, est-ce que la politique n'a rien à voir avec la justice? Et au fond, est-ce que la justice quel lien la justice et la vérité entretiennent, si tu réponds oui à la première question? Alors, merci de cette question, David. Alors, j'en profite pour dire que je fais partie d'une catégorie qu'a énoncé tout à l'heure André Comte-Sponville. Je ne m'attendais pas d'ailleurs avec ceux qui
approuve sa philosophie et désapprouve sa politique. Enfin, désapprouve, pas en général, mais dans ce que tu as dit. Et ce sera déjà un premier élément de réponse. Alors, la question de savoir dans quelle mesure, et je vais reprendre pour répondre à ta question, David, une formule qu'a employée André, avec laquelle je ne suis pas d'accord, je l'ai noté. Il y a, disait-il, il faut dissocier le discours rationnel parce que le discours rationnel n'est pas politique. C'est une des thèses que tu as soutenues. Alors, je pense le contraire. Pourquoi ? Je ne pense évidemment pas qu'il est démontrable par un raisonnement mathématique ou même simplement raisonnablement rationnel qu'il faille voter pour tel ou tel candidat. Je ne pense pas non plus que ça nous donnera le résultat de savoir s'il vaut mieux être à gauche qu'à droite ou à droite qu'à gauche. Cependant, il y a deux manières, au moins, de définir un discours rationnel. Un discours rationnel, ça peut être un discours fondé sur, en effet, la démonstration, dans laquelle on part de principes et, en appliquant des règles logiques, on arrive à une certaine conclusion. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, André. Aucune conclusion politique, du moins concrète, pour qui faut-il voter, mais pour moi, la politique, c'est bien plus que le choix pour qui il faut voter, puisque cela suppose déjà quelque chose comme les institutions démocratiques, et la question est de savoir comment les évaluer. Il y a une deuxième façon de définir la rationalité, et je m'y efforce depuis au moins la trilogie sur l'humanité à laquelle, et même avant, qu'a évoqué David, qui est ce que j'appelle une rationalité dialogique. Ce que j'entends par une rationalité dialogique, excusez le mot qui n'est pas très courant, par opposition à une rationalité monologique. La rationalité monologique, encore une fois, c'est la capacité à démontrer. Or ça, les ordinateurs le font beaucoup mieux que nous dans un certain nombre de cas. Et lorsqu'il s'agit simplement de raisonner à partir d'une situation et d'en tirer les conséquences, nous savons qu'un ordinateur bat les meilleurs joueurs d'échecs ou de Go. Mais il y a une chose que ne font pas les ordinateurs et que nous faisons, nous, êtres humains, parce que nous sommes des êtres parlants et parce que nous sommes des êtres politiques. C'est la capacité que nous avons de raisonner en commun. C'est-à-dire, non pas de dialoguer pour le plaisir d'échanger, ça va, et toi, oui, ou bien l'appellation comme ça, dialoguons, 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 assez de violence, dialoguons, dialoguons. Non. Le dialogue rationnel suppose la capacité à s'opposer, la capacité à dire non et à avancer des raisons pour lesquelles on défend ceci ou cela. Or, un régime où ceci est possible, c'est la condition même de la démocratie. Une des définitions que j'ai traversées tout à l'heure, ça consiste à dire que, et c'est le point commun entre la définition grecque et la définition d'aujourd'hui, une démocratie, c'est un régime de la délibération publique. Ce n'est pas simplement que le peuple fait les lois et qu'il y obéit. C'est que pour faire les lois, il doit se heurter au contradictoire. C'est-à-dire qu'il doit défendre les lois, les mesures, les décrets, tout ce qu'on veut, par des raisons, et il doit par des raisons qui s'opposent à d'autres raisons. Et si ceci est garanti dans une assemblée délibérative, qui va prendre des décisions, et qui va les prendre soit parce qu'elle est représentant du peuple, soit parce qu'elle est représentant des habitants du quartier, eh bien, il y a là quelque chose qui est éminemment rationnel et qui est peut-être même, à mon avis, la définition anthropologique la plus fondamentale de la raison, parce que ça nous définit comme êtres humains par différence
Un, avec les animaux, qui peuvent être extrêmement intelligents, c'est à la mode de le dire, donc ils sont extrêmement intelligents et peut-être plus intelligents que nous, ça m'est égal, mais ils ne peuvent pas dialoguer par le oui et le non. Alors un de mes maîtres, j'en ai plusieurs, mais un de mes maîtres qui s'appelait Aristote, a lié les deux arguments. C'est-à-dire l'homme est politique dans la mesure même où il est un être parlant, voulant dire par là qu'il est un être délibératif. Et j'ai laissé tout à l'heure une question de côté. J'ai dit il y a 3 arguments en faveur de la démocratie, un principe et 2 conséquences. Puis j'ai laissé une deuxième question en disant est-ce que le peuple gouverne bien? Parce qu'après tout, on peut très bien dire ah, il est bien que le peuple gouverne, mais malheureusement, il gouverne mal. Et on en a des exemples. Alors, puisque je parlais d'Aristote, il y a un argument que ce maître Aristote est un seul, et je crois le seul valide en faveur de la réponse positive à cette question. C'est qu'il y a d'un côté des experts et il y a des décisions qui, dans une démocratie, doivent être laissées aux experts. Des décisions, ou du moins un éclairage des décisions finales. Et il y a des questions, alors pas simplement, comme on dit, les questions sociétales, qui sont bon, voilà, les questions de bioéthique, mais aussi des questions plus larges de quel système de retraite, qui doivent être laissées à la délibération, et donc à la délibération contradictoire. Et alors, l'objection classique, il y a 2 types d'objections. Les objections, disons, qui viennent du côté aristocrate, mais ils ne sont pas formés pour ça, les gens. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils n'ont pas fait Normal Sup. Bon, ça, c'est l'objection aristocrate. Et il y a l'objection technocrate. L'objection technocrate consiste à dire il y a des choses dont on ne discute pas, il faut régler le problème techniquement. La gare de TGV passera ici, parce que c'est plus court et qu'on a calculé les distances par rapport à tous les gens, etc. Bon, alors, évidemment, il va falloir expulser quelques paysans, etc. Bon. Bref, technocratie, aristocratie, c'est un débat classique. Démocratie. La démocratie suppose qu'on soit capable d'écouter, discuter les opinions et qu'à un certain moment, on va trancher. Il y aura évidemment des déçus, ceux qui n'auront pas été soutenus. Mais s'il n'y a pas cette phase de délibération rationnelle, la décision, ne sera pas démocratique, et deuxièmement, ne sera pas juste formellement. Même si la décision d'experts du départ était celle-là, elle aurait été juste, mais elle n'aurait pas, été admise par le corps en question, et 2, elle n'est pas le résultat d'une délibération publique. Alors, j'ajoute un dernier point. Le régime où la délibération rationnelle est possible, c'est une des conditions de la démocratie, et nous avons négativement la condition de tout autre régime, qu'il soit technocratique, qu'il soit aristocratique, a fortiori qu'il soit dictatorial, totalitaire, dans lequel il n'y a pas d'instance de délibération collective rationnelle. Peut-être ajouter... mais après André va répondre, peut-être ajouter quelque chose avec lequel, au fond, je suis d'accord. Quand nous parlons de la France, eh bien, nous sommes un peu accablés. Quand nous la comparons, ça va mieux. Quand nous comparons, nous avons eu un dialogue à propos de l'Algérie, nous étions tous pessimistes, et voilà, quand nous regardons le monde, y a-t-il des raisons d'être optimiste ou pessimiste? Alors, quand nous regardons le monde, je dirais 2 choses. Si on regarde depuis le XVIIIe siècle, un régime tout à fait original, qui était le régime représentatif, qui est une des définitions de la démocratie, a fait des progrès considérables. Les théoriciens pensent qu'il y a 3 vagues de démocratisation. Et je vous rappelle la dernière, il n'y a pas si longtemps. Quand nous étions jeunes, André et moi, la Grèce, le Portugal, l'Espagne étaient sous des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Salazar, Franco, les colonels, etc. L'Amérique latine, bien évidemment.
Ne parlons pas des régimes de l'Est. Alors, ce qu'on a appelé la troisième vague démocratique, ça consistait en effet que pendant une quinzaine d'années, il y a eu une vague de démocratisation du monde tout à fait unique dans l'histoire. Ça a commencé par l'Europe du Sud, ça a continué ensuite par les pays d'Amérique latine qui sont sortis, le Brésil, l'Argentine, l'Honduras, l'Uruguay, le Paraguay, président Stroessner, etc. Et puis, après, voilà, il y a eu l'écroulement du mur, et puis on s'est dit, ben voilà, eux aussi vont... Bon, et vous savez, c'est l'époque où on disait, ben c'est fini, l'histoire est finie, hein, la démocratie libérale va s'imposer partout. Je dis démocratie libérale, démocratie étant définie de façon minimale, des élections, et libérale, liberté publique. Le troisième volet dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'en était pas question. Il est vrai que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est qu'il y a un reflux. Selon le diagnostic qu'on va donner, il sera fort ou faible par rapport à cette immense vague démocratisation qui nous a porté jusqu'au début des années 90, au milieu des années 90, en disant « c'est formidable, la démocratie libérale a gagné ». Alors, pourquoi? Parce que les plus vieilles démocraties, précisément, subissent en effet des remises en cause ou de leur régime ou de l'exercice de leur régime, et pour distinguer les deux, soit la remise en cause de la part liberté publique fondamentale, soit dans leur manière d'être gouvernés et de ne pas reconnaître le suffrage universel. Donc, c'est à cette échelle, à mon avis, qu'il faut discuter de la crise de la démocratie, c'est-à-dire à l'échelle globale, et on aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi maintenant? Pourquoi depuis quinzaine d'années, disons, il y a partout dans le monde ces éléments critiques ou de crise de ces vieilles démocraties? Oui, si je peux dire un mot. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Francis, notamment ce qu'il vient de dire sur l'espèce d'optimisme démocratique des années 80-90 par rapport à notre jeunesse, comme il disait, et l'espèce d'inquiétude que la période la plus récente suscite en nous. J'ajouterais que quand nous étions jeunes, non seulement il y avait du fascisme en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Amérique du Sud, etc. Et puis il y avait Brejnev, etc. dans les pays de l'Est. C'était quand même autre chose que Poutine. Mais qui plus est, tu me l'as dit, je crois, hier, aucun de nos amis ne se disait démocrate. Au fond, ce n'était pas notre problème. Il y avait certains qui criaient « élection piège à con ». C'était aussi une remise en cause de la démocratie, peut-être plus radicale que maintenant. Des milliers ou des millions d'entre nous rêvions de révolution, considérions que la démocratie libérale, comme dit maintenant Francis, mais à l'époque c'était un gros mot, était une espèce de piège inventé par la bourgeoisie pour tromper les prolétaires. Je caricature, mais à peine. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui se plaignent de l'état actuel de notre démocratie, ils veulent plus de démocratie. Là, je parle de la France, pour le coup. Sans doute aussi d'autres pays, d'ailleurs. Voyez. Et donc, l'idée de démocratie se porte quand même mieux aujourd'hui qu'elle ne se portait dans notre jeunesse, y compris, encore une fois, dans la tête des gens. Alors, pour le reste, sur le débat de fond, alors c'est vrai qu'on ne prend pas raison tout à fait au même sens. Moi, je prenais raison au sens étroit du terme. Donc, à la limite, le modèle est mathématique ou la raison scientifique. Mais attention, que la raison, ainsi définie au sens étroit du terme, ne soit pas politique, ça ne veut bien sûr pas dire que la politique n'est pas rationnelle ou qu'elle ne doit pas être raisonnable. Alors, à mon avis, elle est rationnelle, parce que moi, en bon rationaliste, je pense que tout est rationnel. Je pense que l'irrationnel n'existe pas. Ce qui suffit à le distinguer du déraisonnable, qui n'existe que trop. Imaginez qu'il y a un incendie qui apparaît ici, on va se précipiter vers la sortie, ça va faire un embouteillage, on va mourir brûlé. Alors qu'on serait allés les uns après les autres, on aurait pu nous sauver tous. Les gens me disent, une panique, c'est pas rationnel. Si, c'est très rationnel.
Quand il y a du feu, tu as peur, c'est pas du tout étonnant, c'est pas irrationnel. Quand tu as peur, tu fais un peu n'importe quoi, c'est pas étonnant, c'est pas irrationnel. Oui. Mais en revanche, une panique, ce n'est pas raisonnable. Alors ma thèse à moi, c'est que la politique est toujours rationnelle parce que le réel est toujours rationnel, et que la politique doit être raisonnable. Et là où je rejoins Francis, c'est que la politique raisonnable passe non pas par une raison scientifique, mais par une raison dialogique. Et c'est même pourquoi il a évidemment raison de dire que c'est le gros avantage de la démocratie. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait Spinoza. Alors, vous savez que Spinoza distingue ce qui relève du désir, qui est l'essence même de l'homme. Alors, petite parenthèse sur ce point qui est important. Des fois, les gens m'objectent, mais Spinoza dit n'importe quoi. Le désir ne peut pas être l'essence de l'homme, puisque les animaux désirent aussi. Sauf que le désir est l'essence individuelle de chacun d'entre nous. Ce qui n'empêcherait pas du tout, me semble-t-il, mais c'est appelé comme ça, Spinoza, de considérer que la raison est le propre de l'homme. Et c'est justement parce c'est peut-être le plus rationaliste des philosophes que Spinoza nous dit que l'essence de l'homme, ce n'est pas la raison, c'est le désir. Parce que si l'essence individuelle de chacun d'entre nous, c'était la raison, comme la raison est une et universelle, Francis et moi aurions la même essence. Et si nous avions la même essence, Francis et moi serions le même individu. Et donc, ce qui fait que Francis et moi, nous sommes deux individus différents, ce n'est pas la raison qui nous est commune, c'est nos désirs qui nous distinguent, qui nous opposent parfois. Or, voilà, dès lors que l'homme est un être de désir, et que le désir est toujours conflictuel, parfois parce que nous ne désirons pas la même chose. Il y en a qui veulent plus d'Europe, d'autres qui veulent moins d'Europe, ils ne désirent pas la même chose, donc ils s'opposent. Mais parfois, nos désirs nous opposent parce que nous désirons la même chose, mais que nous ne pouvons pas tous la posséder. Les différents partis politiques veulent le pouvoir, ils veulent la même chose, mais c'est bien ça qui les oppose. Et donc, nos désirs nous opposent tantôt parce qu'on ne désire pas la même chose, tantôt parce qu'on désire la même chose, mais donc nos désirs nous opposent. C'est bien que s'il n'y avait que ça, la guerre civile est la logique la plus grande. Heureusement, il y a la raison, qui nous est commune. Et c'est là où rentre le dialogue, à mon avis, parce qu'on peut dialoguer d'un point de vue uniquement rationnel, au sens étroit du terme. Le dialogue scientifique. Voilà, il y a un congrès de matheux, un congrès de biologistes, de physiciens. Bon, ils dialoguent, et au fond, sur des choses uniquement rationnelles. Mais le vrai dialogue intéressant, c'est quand se mêlent des éléments rationnels et des éléments de désir. Quand certains veulent ceci, d'autres veulent cela. Et ce que Spinoza explique, c'est que la grande force de la démocratie, c'est que comme la raison nous est commune, elle va nous permettre de trouver une espèce d'accord au moins minimal pour trancher entre nos désirs qui nous opposent, ceux qui permettent de faire une politique susceptible, au fond, d'obtenir la paix civile et un résultat efficace. Donc oui, bien sûr, Francis a raison, la démocratie fonctionne à la raison dialogique. C'est le gros avantage de la démocratie. Parce que, je termine là-dessus, ce que dit Spinoza, c'est qu'il y a beaucoup moins de risques qu'un grand nombre d'individus, un peuple, prennent une décision folle qu'un seul individu. Imaginez un monarque absolu qui devienne fou, ce n'est pas totalement exclu. Voyez. Que tout un peuple devienne fou, ça peut arriver, mais c'est quand même très improbable. Voyez. Et donc la raison va nous obliger à choisir entre nos désirs, non pas ceux qui sont rationnels, ils le sont tous, tout est rationnel, mais ceux qui sont raisonnables. Voyez. Ceux qui sont raisonnables. Et de ce point de vue, encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec Francis. Je crois qu'on a une dernière question avant de passer je peux répondre sur un point, peut-être. Alors, je ne suis pas en désaccord avec les points avec lesquels tu es en accord avec moi. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est une chance. J'aurais pu changer d'avis depuis tout à l'heure. En revanche, je crois que nous en parlions hier soir, et tu as ébauché une idée que tu rappelais et que j'avais moi-même ébauchée hier soir quand nous en parlions, c'est l'idée que, par opposition à ce qui se passait dans notre jeunesse, la question de la démocratie était devenue centrale dans la philosophie politique et même dans la réflexion politique et même dans les revendications politiques. Bon. Pour quelle raison ?
La raison me semble simple et en même temps, elle a quelque chose de tragique. C'est qu'il n'y a plus d'horizon de la cité juste. Pendant au moins un siècle, une grande partie des populations des pays européens ont cru à une autre société, qu'une société absolument juste était possible. C'était un horizon révolutionnaire. L'horizon révolutionnaire ayant disparu, on ne mesure pas à quel point c'est important. C'est comme si un peuple, c'est une comparaison, perdait brusquement la foi. La foi, c'est-à-dire nous vivons, quand nous avons la foi, nous pensons que ce monde n'est pas le vrai monde, qu'il y a un autre monde dans lequel, qui est juste, lui, dans lequel eh bien, toutes les injustices de ce monde seront compensées, les justes récompensés et les méchants punis. Il y a eu, pour une grande partie, en particulier de la classe ouvrière et des syndicats, il en reste quelque chose dans les idéologies contemporaines aujourd'hui, mais justement, pas cette part d'espérance, eh bien, il y avait l'idée que nous nous battrons, mais nous nous battrons pour fonder un régime socialiste, peu importe, communiste, qui sera, lui, juste. Et donc, la question de la démocratie, ce qu'on appelle aujourd'hui la question de la démocratie, n'avait strictement aucun intérêt. C'était des discussions sur la démocratie bourgeoise, sur les formes, etc. Ça n'était pas ça le fond du problème, non seulement parce que le fond du problème, c'était évidemment la lutte des classes, et c'était évidemment une notion de justice sociale qui était centrale, mais surtout parce qu'il y avait un autre monde et donc un horizon d'espérance. Le peuple, les peuples, ont perdu toutefois en une espérance. Nous ne croyons plus en la cité bonne. Nous ne croyons plus qu'il soit possible de construire ex nihilo une cité bonne. Donc, dans la meilleure des hypothèses, nous nous révoltons pour défendre des revendications. C'est-à-dire pour qu'il y ait moins de ceci, moins d'injustice, moins d'heures de travail non payé, moins, voilà, des revendications qui sont sensées, mais dans les révoltes avec lesquelles j'ai beaucoup de critiques, mais que tu as peut-être traité à mes yeux un peu légèrement, André, il y a un désespoir qui s'exprime pour les deux raisons suivantes. La première raison, c'est que ces gens-là, à tort ou à raison, ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus, et donc il y a des gens qui se prétendent les porte-parole des sans-voix et qui leur donnent une voix, etc. Ça, c'est classique, si je puis dire. Sauf que, il y a presque le plus... sauf que, par ailleurs, paradoxalement, ils ont exclu d'avoir des porte-parole des sans-voix, ils ont exclu les syndicats, etc., etc. Il y a une deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'horizon d'espérance. C'est qu'il n'y a pas, et d'ailleurs on le voit dans toutes les revendications, et si on parle des Gilets jaunes, mais on pourrait parler de ce qui se passe aussi en Italie, de ce qui se passe aussi même de l'AfD, il y a des gens qui se sentent victimes, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, et comme des gens qui se sentent victimes et qui ne voient pas d'espoir pour sortir de cette condition pour les deux raisons que je viens de dire. Alors, ça n'est pas pour cela que nous devons encenser les gens qui se disent victimes. Je rappelle que le mal politique est toujours venu de gens qui s'estimaient victimes. Toujours, sans exception. Pour prendre l'exemple le plus banal et le plus simple, le nazisme, ce n'est pas des gens qui se sont dit « Tiens, on va faire un génocide ». Non, c'est des gens qui ont voulu défendre les victimes, parce que le peuple allemand se sentait victime de tout, de 1919, des juifs, des tziganes, des étrangers, etc. Et qu'il fallait exterminer ces poux qui gangrénaient notre espace vital. C'était un objectif, j'allais dire, positif, au sens... Attention, je ne suis pas là pour défendre cet objectif, mais le mal prend toujours les allures du bien le plus pur. Il fallait purifier
il fallait viser le bien. Il y avait une sorte d'horizon d'espérance révolutionnaire qui, évidemment, n'a plus lieu maintenant. Autrement dit, les crises, je les lie, les crises actuelles, à l'écroulement des utopies révolutionnaires. Je pourrais développer, mais nous n'avons plus le temps. Oui, mais là, je suis assez d'accord avec Francis, sauf qu'on ne va pas réinventer une utopie pour faire plaisir à Francis ou pour nous rassurer. Alors moi, pour essayer d'échapper à cette espèce de désarroi ou de mélancolie démocratique, de désespoir, pour reprendre le mot le plus dur que tu as utilisé, j'avais forgé il y a 20 ans de ça une expression, j'avais écrit un article que j'avais appelé « Pour une politique du pire ». Pas au sens traditionnel, faire que tout se dégrade pour qu'il y ait la catastrophe ou une révolution. Non, non. J'appelais politique du pire une politique qui, au lieu de tendre vers un bien absolu ou utopique, se donnait pour but de combattre le pire réel. Voilà. Cesser de tendre vers un mieux possible pour combattre le pire réel. Parce que je pense que Francis a raison de dire qu'on ne fait du mal, surtout collectivement, qu'au nom du bien. Individuellement, ça peut être différent. Il peut y avoir le salaud, le pervers, qui fait du mal pour le plaisir de faire souffrir autrui, ou le voleur qui vole simplement par cupidité. Mais il est très difficile de gagner une élection en tendant au mal. Et donc, toutes les catastrophes ont toujours été faites au nom d'un bien. Et c'est pourquoi je crois que l'idéalisme est un danger terrible. Contre quoi habiter une forme de désespoir. Oui, au fond, on va tous crever. Ça ne nous empêche pas d'aimer la vie. Et là, je parle pour ceux qui sont athées. Les croyants, c'est un petit peu différent. Mais on peut être certain qu'on va mourir. On peut être certain que la vie est médiocre, toujours en quelque chose décevante. Et pourtant, adorer ça. Oui. Je ne vois pas pourquoi, pour aimer la démocratie, il faudrait penser que la démocratie va tendre à une société parfaite, idéale. Chacun sait bien, ou presque tout le monde a compris, que c'était impossible. Oui. Mais si on se donnait pour but, non pas de réaliser le meilleur des mondes, mais de combattre le pire actuel. Alors c'est quoi? C'est par exemple le chômage, c'est par exemple l'islamisme, c'est par exemple la crise de l'école. Voilà. 3 exemples de pire réels qu'on pourrait combattre. Et je crois qu'on pourrait se mobiliser activement, parce que là, ce sont des objectifs qu'on peut gagner. Vaincre l'islamisme, ce n'est pas un idéal utopique, c'est possible, il faut s'en donner les moyens. Sauver l'école, ce n'est pas un idéal utopique, c'est possible, il faut s'en donner les moyens. Et voilà, et donc plutôt que de chercher une nouvelle utopie, je tends plutôt, quant à moi, à désigner les pires maux actuels qu'il faut combattre, que nous pouvons surmonter à condition de nous en donner les moyens. C'est une politique que j'appellerais simplement réaliste, voyez, et je crois que comme on ne fait du mal qu'au nom du bien, et que les pires catastrophes sont faites au nom d'un idéal, je me dis qu'une politique du pire, au sens que je viens de définir, nous permettrait peut-être d'éviter les catastrophes. Parmi le pire, j'ai oublié le pire du pire, qui est la catastrophe écologique. Et donc, quand il y a urgence, je dirais, quand il s'agit de sauver sa peau, on n'a pas besoin de savoir s'il y a une vie après la mort ou pas, si la condition humaine est désespérante ou non. Moi, je pense qu'en quelque chose, elle est désespérante, mais ça ne m'empêche pas d'adorer ça. Mais quand il s'agit de sauver sa peau, on sauve sa peau. Or, pour ce qui est de nos sociétés, de nos civilisations, peut-être même de l'humanité, il s'agit de sauver notre peau. Et là, je crois que l'urgence écologique, climatique, etc., est d'un tel poids que nous devons nous donner les moyens de la surmonter, et que c'est infiniment plus important que d'inventer une nouvelle utopie. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Voilà, première question. Alors, merci à tous les 4 pour votre intervention conclusive. J'intervenais il y a 2 jours, j'animais un débat avec des jeunes et on m'a beaucoup reproché, et à raison sans doute, que pour eux, la question des institutions, la question des lois, n'avait jamais été mentionnée. Comme si ce qui comptait pour eux, c'était la compréhension d'un certain état de la société. Alors, je vais essayer la question que je vais vous poser sera une tentative de faire revenir la raison dans l'histoire. Vous me pardonnerez ce jeu de mots un peu pourri. Vous avez derrière vous une représentation de l'Érectéion, c'est l'Érectéion, et dont l'une des cariatides porte un gilet jaune. Alors, anachronisme amusant, mais pas tant que ça. Francis Wolff, vous vous rappeliez tout à l'heure que le vrai nom de la démocratie, à la base, c'est l'isonomie.
Mais il me semble qu'effectivement, cette isonomie, si on regarde historiquement comment la démocratie athénienne s'est construite, sur environ 200 ans, avec des hauts, des bas, et puis une phase ascendante et une phase descendante, il y a eu un acte fondateur qui a rendu possible cette idée d'isonomie. Mais pour qu'elle se réalise, il a fallu qu'un certain état des rapports sociaux existe. Et il me semble que ce moment fondateur, en fait, se retrouve dans le début de la réforme solonienne, avec la steikasteia solonienne, qui est le soulagement du fardeau en grec. C'est-à-dire que la réforme de Solon, qui est l'entrée, vraiment l'acte fondateur de la démocratie grecque, on peut en discuter, il y a Clisthène bien évidemment après, il y avait Dracon avant, mais est un moment d'annulation générale des dettes privées et publiques. Parce que la société athénienne, à ce moment-là, était sur le point de basculer dans la féodalité, tout simplement. Donc c'est une crise et qui rend nécessaire la création et ce choix qui est fait d'aller vers la démocratie. Pendant les 200 ans de démocratie grecque, y compris avec les réformes de Clisthène, l'isonomie ne se conquiert qu'en réduisant et qu'en se battant contre le pouvoir des possédants et le pouvoir des aristocrates. On ne doute pas d'ailleurs que les aristocrates de l'époque étaient très emmerdés et devaient se dire que quand même les serfs qui râlaient contre l'esclavage pour dette étaient quand même un peu chiants. Alors ma question est, voyez-vous un parallélisme avec la période actuelle, quand on regarde le niveau de dette privée et publique qui est atteint aujourd'hui? Est-ce qu'une démocratie est compatible avec un état de surendettement qui crée une inégalité structurelle de plus en plus ancrée dans la société entre les créditeurs et les débiteurs? Alors, je ne vois aucune analogie entre deux moments historiques, parce que je ne sais pas exactement comment définir les rapports sociaux en Grèce. Il y a Finlay qui a beaucoup travaillé sur l'économie en Grèce ancienne, et la part des esclaves, la part des hommes libres est très difficile à distinguer. Oui, on peut parler des réformes de Clisthène, on peut aussi parler de réforme de Périclès dans le Mistos, c'est-à-dire qu'elle a commencé à fonctionner, cette démocratie grecque, à partir du moment où les non-oisifs ont pu participer aux délibérations parce qu'ils recevaient le mistos, c'est-à-dire le salaire qui compensait leur absence, en général au champ. Et donc, alors il y a des scènes très amusantes, je ne n'idéalise pas du tout la démocratie grecque, il y a des scènes très amusantes chez Aristophane où on voit que il y a la police, c'est-à-dire, je le rappelle, des esclaves, qui essayaient d'entraîner la foule vers l'Assemblée, et les gens qui disaient oh là là, mais qui préféraient évidemment continuer à boire un coup ou à discuter sur l'agora. Donc ça n'est pas du tout un état que j'idéalise. Mais si j'en viens à la question, alors sur la question de la dette, je suis incompétent, mais sur la question que j'ai cru déceler au travers de cette question précise, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une démocratie possible lorsque les conditions sociales ne sont pas réunies? Alors, ma réponse est hélas oui. Enfin, hélas oui, je suis tout à fait pour, comme on disait, la sociale, mais la situation sociale d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on appelle la montée des inégalités, ne me semble pas pire que celle qu'elle pouvait être à certains moments des Trente Glorieuses. Ce qui est pire, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus impalpable, c'est le sentiment d'exclusion. C'est le sentiment que nous ne sommes pas écoutés. Et ça, je crois que ça ne relève pas de quelque chose qui dépend de l'économique, ni même du politique, mais qui dépend du sociétal. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que notre société se disloque progressivement. Alors là, il y a beaucoup de réponses, et je connais la réponse de David, je connais ceux qui parlent de l'archipel français. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans la société qui ne relève pas directement de l'État, mais qui relève du fonctionnement de la société. Ce serait assez long à développer, mais disons que ce que je trouvais très 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 bien dans les ronds-points, c'est que pour la première fois, des gens qui ne parlaient à personne se sont parlé. Pour la première fois, ils ont commencé peut-être à s'entraider,
pour la première fois, ils sont peut-être commencé à se donner un coup de main dans la vie quotidienne, etc., etc. Ils ont recommencé à faire société. Et qu'une partie des gens ne pouvaient plus faire société pour des raisons, elles, qui sont liées à l'exclusion géographique, à de l'exclusion parfois sociale, parfois économique, mais souvent géographique, que c'était une façon de refaire société me semble un point extrêmement positif. Et je pense qu'il y a un travail, en effet, considérable à faire, qui est éducation au sens très large du terme, pour que, et ça je serais plutôt assez proche d'André sur ce point de vue-là, pour que nous apprenions à nouveau à refaire société, y compris les gens qui se sont exclus de la socialisation. Oui, je suis d'accord avec Francis, surtout, là, pour le coup, y compris sur ce qu'il y a de positif dans les ronds-points. Ce qu'il y avait de positif, c'est le fait de recréer du lien, de refaire société. Alors, sur la Grèce antique, je suis infiniment moins compétent que Francis, et sur l'endettement, pas plus que lui. En revanche, et je crois que c'est ça, au fond, le sens de votre question de fond, je crois qu'il y a bien une espèce de contradiction entre le capitalisme et la démocratie. C'est que le capitalisme, par nature, crée de l'inégalité. Pour une raison qui touche à l'essence même du capital. Qu'est-ce que c'est qu'un capital? C'est de la richesse créatrice de richesse. Si vous avez 1 million d'euros en lingots ou en billets cachés sous votre matelas, vous n'êtes pas un capitaliste. Vous êtes un riche, vous êtes un imbécile, vous êtes un imprudent, vous n'êtes pas un capitaliste. Votre richesse ne crée pas de richesse. Si vous avez 1 000 euros en SICAV, en actions sur votre compte en banque, à votre petit niveau, vous êtes un capitaliste. Sauf que si le capital, c'est de la richesse qui crée de la richesse, par nature, l'argent va à l'argent. Et donc la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'être riche. Et donc ceux qui naissent riches mourront plus riches par nature qu'à leur naissance, sauf s'ils se comportaient sottement, et à porter beaucoup plus riches que ceux qui sont nés pauvres. Et donc il y a une contradiction d'essence, si l'on peut dire, entre la logique du capitalisme qui crée de l'inégalité et l'exigence, l'idéal de démocratie qui suppose l'isonomie, qui suppose l'égalité. Alors, ce n'est pas une contradiction logique au sens où on ne prend pas égalité au même sens. S'agissant de l'économie, c'est une inégalité matérielle, économique, dans la possession. S'agissant de la démocratie, c'est une égalité en droit et en dignité. Et à la limite, on pourrait imaginer qu'on est égaux en droit et en dignité, mais pas tout à fait égaux en matière économique. Et d'ailleurs, je connais peu de penseurs politiques qui proposent un strict égalitarisme. Mais la contradiction n'en demeure pas moins. Et quand les inégalités s'accentuent de façon spectaculaire, je suis en train de lire le 2e livre de Piketty, qui s'appelle Capital et idéologie. Je ne l'ai pas fini, c'est énorme, mais je trouve que c'est un très très bon livre, très très grand livre, qui m'impressionne beaucoup. Mais ce que je crois avoir compris, c'est que l'accroissement des inégalités, qui est incontestable, semble-t-il, pas spécialement en France, d'après ce que je crois avoir compris, mais à l'échelle du monde, c'est incontestable, se fait plus par une augmentation de la richesse des riches que par un appauvrissement des pauvres. C'est tant mieux. Il faut quand même rappeler, ça a été dit par un économiste hier, que la pauvreté n'a jamais autant reculé dans le monde, jamais depuis 200 000 ans, que ces 40 dernières années. Et qu'on le doit à la mondialisation en tant qu'économie. Et donc l'idéal serait d'arriver à maîtriser cette inégalité, parce qu'elle est socialement insupportable, moralement choquante, politiquement délétère, ou en tout cas malsaine. Comment faire? Écoutez, on sait bien comment faire, il n'y a que 2 façons de réduire. 1, les services publics, 2, la fiscalité. Le problème, et ça je crois que c'est le cœur du problème de nos démocraties, ça n'a pas encore été évoqué, c'est que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés se posent à l'échelle du monde. Problèmes écologiques, problèmes économiques, problèmes sociaux. Alors que nos moyens d'action politique sur ces problèmes n'existent, eux, qu'à l'échelle nationale ou, dans le meilleur des cas, à l'échelle continentale, si on pense à l'Europe en construction. Si bien qu'un déphasage s'est creusé entre l'échelle mondiale de nos problèmes et l'échelle nationale ou continentale de nos moyens d'action sur ces problèmes. Par exemple, la seule façon d'avoir une fiscalité efficace aujourd'hui, c'est qu'elle soit mondiale. Pourquoi est-ce que nos hommes politiques essayent de faire que les riches restent en France? C'est que s'ils changent de pays, ils paieront beaucoup moins d'impôts, voire n'en paieront plus du tout. Imaginons que les 10 000 personnes les plus riches de France partent à l'étranger, en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Qu'est-ce que ça change pour eux? Mais rien.
Ils seront aussi riches en Suisse ou en Angleterre, et même un peu plus, parce qu'ils paieront moins d'impôts. Qu'est-ce que ça change pour la France? Ça change beaucoup de choses. C'est que la France est un pays sensiblement plus pauvre. Et là, ce n'est pas une question de ruissellement. C'est simplement que si les plus riches s'en vont, il reste que les plus pauvres, et c'est difficile de combattre la pauvreté. Et donc, ce dont tout le monde rêve, c'est d'une fiscalité à l'échelle du monde, évidemment. Mais c'est impossible, puisque nos moyens de décision politique en matière fiscale n'existent qu'à l'échelle nationale. On essaie de faire que à l'échelle européenne, c'est déjà très difficile. Voyez. Bref, mon idée, c'est que ce déphasage entre l'échelle mondiale de nos problèmes et l'échelle nationale ou continentale de nos moyens d'action politique sur ces problèmes voue la politique à l'impuissance. Il est donc mortifère, délétère, désespérant, là au sens que prenait Francis. Il faut donc en sortir. Et là, il n'y a que deux solutions. Soit on renonce à la mondialisation des problèmes, ce qui me paraît un peu difficile, surtout s'agissant d'écologie. Parce que la planète, il n'y en a qu'une. L'humanité, il n'y en a qu'une. Soit on se donne les moyens d'une politique mondiale. Je ne dis pas d'un État mondial qui ne me paraît ni possible ni souhaitable, mais d'une politique mondiale, c'est-à-dire une politique à l'échelle du monde. Une politique cosmopolitique, pour le coup. Non pas au sens où on abolirait forcément les frontières, c'est là où je ne suis pas sur la même position que Francis, mais au sens où on donnerait les moyens à l'échelle de la planète d'avoir une politique efficace. Oui. Et donc imaginez au fond qu'on se mette d'accord à l'échelle de la planète sur un certain nombre de principes fiscaux, ça ne me paraît pas inatteignable. C'est très difficile. Commençons par l'Europe. Mais autrement dit, pour tout vous dire, je ne crois pas qu'on ait besoin de moins de mondialisation économique. Alors peut-être qu'elle va régresser pour les raisons qu'évoquaient les économistes hier. Moi, je ne suis pas compétent, puis au fond, ce n'est pas vraiment mon problème. Mais quant au fond, il me semble que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas moins de mondialisation économique, c'est plus de mondialisation politique et juridique, afin de supprimer, ou en tout cas de réduire, ce déphasage entre l'échelle mondiale de nos problèmes et l'échelle nationale ou continentale de nos moyens d'action politique sur ces problèmes. Juste une phrase, je ne défends pas l'abolition des frontières, je suis contre. Ah, enfin bon, un autre débat. Madame. Oui, vous parliez, vous disiez que nous manquions d'horizon d'espérance. Bon, je suis peut-être très naïve ou simple, mais quand je vois tout ce qu'on nous promet avec la reconnaissance faciale, avec la reconnaissance des individus, le suivi des individus, la notation des individus, l'intelligence artificielle, les manipulations génétiques, le transhumanisme. Bon, je sais que là, j'agite un vilain chiffon, mais n'empêche qu'on en parle beaucoup et que ça réjouit pas, mais vraiment pas du tout, et que ça plombe vraiment le moral. Enfin, en tout cas, le mien. Je peux répondre bon. Oui, c'est un... Alors, je ne sais pas si c'était en pensant à cela, mais j'ai en effet écrit un livre sur ce thème, madame, qui s'appelle « 3 utopies contemporaines ». C'était mon avant-dernier livre, en expliquant, j'essaie de résumer 200 pages, que, il n'y avait plus d'utopie politique. Il y en a en réalité. L'islamisme est un magnifique exemple d'utopie politique à l'ancienne. Une utopie de la pureté, une utopie de la pureté absolue avec ceux qui sont comme nous, c'est-à-dire, ça ne se pose pas en termes raciaux, ça se pose en termes supposés religieux, mais c'est une utopie politique extrêmement classique et extrêmement dangereuse pour autant. Et j'ai expliqué que nous n'avions plus à notre échelle d'utopie politique, mais nous avons des utopies post-politiques qui prenaient en compte le fait que nous vivions dans une société d'individus sans cet horizon libérateur, révolutionnaire, sans cet espoir absolu de libération d'un monde plus juste et d'une cité juste. Et donc, je montrais qu'il y avait deux utopies symétriques qui naissent et qui sont post-politiques. D'un côté, l'utopie, en effet, transhumaniste ou post-humaniste. Et d'un autre côté, l'utopie animaliste. D'où viennent ces deux utopies? Eh bien, elles viennent de l'écroulement de quelque chose qui s'appelait l'humanisme et qui était fondé, en gros, sur l'idée que ce qui définissait négativement
l'être humain, c'est qu'il était partagé entre d'un côté un ou des êtres au-dessus de lui, des dieux, et des êtres en dessous de lui qui étaient les bêtes. Et que ce qu'il avait en commun avec les uns, ceux du dessus, par exemple la rationalité, il ne les avait pas avec ceux du dessous. Et ce qu'il avait avec ceux du dessous, par exemple la mortalité, l'opposait à ceux qui sont au-dessus. Pour différentes raisons que je me suis efforcé d'analyser, ces deux frontières se sont écroulées. Nous ne croyons plus aux dieux, ou nous ne croyons plus qu'une barrière nous oppose aux dieux. C'est la laïcisation du monde. Nous ne croyons plus non plus qu'une différence de nature nous distingue des animaux. Et par conséquent, des utopies qui voudraient faire d'un côté de nous des dieux, grâce à la technique. Hein, et donc ça c'est l'espoir, l'utopie que j'appelle une utopie de la première personne, l'utopie transhumaniste ou post-humaniste, grâce à la technique, eh bien, devrait vaincre la maladie et pourquoi pas la mort, et donc nous rendre comme des dieux. Et d'un autre côté, l'utopie animaliste, dont la forme la plus visible est l'antispécisme, avec ses côtés sympathiques que sont parfois le véganisme, eh bien, veut réduire l'humanité à celle de la communauté de tous les êtres souffrants, dans lesquels rien ne nous distingue des autres êtres souffrants. Par conséquent, oui, vous avez raison, il y a bien une utopie qui a ses dangers. La seconde a aussi ses dangers, et il est vrai, je dirais encore un mot, j'opposais et je disais quelle serait la vraie utopie humaniste, qui ne serait ni post-humaniste ni animaliste, ce serait une utopie cosmopolitique, mais que je ne définis pas par l'abolition des frontières, mais que je définis en effet par l'idée de justice globale. Voilà. J'aurais une question sur le tragique en politique, puisque on a l'insociable sociabilité, c'est-à-dire le fait que l'homme ne peut pas vivre seul, mais dès lors qu'il vit avec les autres, il est tenté de les tuer et de les détester, instaure, disons, dans la communauté humaine un élément tragique. Et du point de vue de la décision politique, cet élément tragique, on le retrouve. Puisque, certes, on peut faire l'apologie de la démocratie délibérative en disant qu'on va discuter, on va être dans le dialogue. Mais il arrive que la discussion n'empêche pas le désaccord. Et qu'à un certain moment, il faut trancher. Et comme on dit souvent, la décision politique n'est pas entre la bonne et la mauvaise décision, mais entre la mauvaise et la pire. Et donc j'aurais voulu vous interroger tous les deux sur cette idée de tragique en politique, comment vous l'interprétez, comment vous la voyez, et comment il faut parvenir malgré tout à un tout petit peu la neutraliser, ne serait-ce qu'en prenant conscience. J'ajoute une sous-question à la tienne. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que l'expression a peu été prononcée, enfin Francis l'a effleuré tout à l'heure, est-ce que la démocratie libérale, qui se définit sommairement comme l'addition de la souveraineté du peuple, dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi de la liberté individuelle consacrée par l'état de droit, hein, le quant à soi, le bonheur personnel, la possibilité que l'individu s'épanouisse dans toutes les autres sphères, au fond, et la démocratie est là pour le préserver. Est-ce que ça n'est pas une modalité, une institutionnalisation de cette tragédie dont tu parles, qui est l'insociable sociabilité de l'homme? Et est-ce qu'au fond, la crise de la démocratie qui toujours revient, en quelque sorte, c'est pas le risque que l'une des deux composantes dévore l'autre, soit d'un côté du balancier, l'autogouvernement des hommes qui dévore les libertés, le totalitarisme, etc., soit de l'autre côté, la consécration des libertés, surtout des libertés économiques, qui créent des asymétries de puissance dans la société qui rendent factuellement impossible la souveraineté du peuple. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je dirais que le tragique tel que je le vois, est le suivant. La condition, je vais peut-être choquer dans ma formule, la condition de la naissance de la démocratie, c'est l'individualisme. Je vais expliquer pourquoi. Et c'est en même temps son ferment, sa condition, son moteur et sa perte. Pourquoi c'est son ferment? C'est-à-dire que c'est à partir du moment où nous avons l'idée
alors que dont tu as développé, ou que non, c'est David qui l'a dit, l'idée qu'il y a quelque chose comme un individu souverain parce qu'il est doté contre l'État, contre la puissance de l'État, d'un territoire qui est le sien. Hein, liberté de ceci, de cela, etc. Naissance des droits subjectifs, développement des droits subjectifs. Ces droits subjectifs, d'une certaine manière, ils contrarient le sentiment du nous, qui est le fondement de la communauté. Et dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les deux puissances antagonistes que j'exposais à la suite du commentaire de l'insociable sociabilité, j'ai dit il faut d'un côté une société, c'est-à-dire une raison de faire un nous, et d'un autre côté, il faut un pouvoir. Mais ce pouvoir, dès lors qu'il est donné à des individus souverains, il exige en effet non seulement du désaccord, mais sa condition, c'est en effet la liberté individuelle. Alors, il est peut-être de là la contradiction interne à la démocratie libérale. Elle doit être libérale pour garantir les libertés publiques et les libertés individuelles, mais si elle est démocratie, elle ne peut pas faire bon marché de ce qui est à l'origine de la communauté, c'est-à-dire un sentiment du nous. Alors si je peux encore avoir une minute, je dirais que cette contradiction entre faire un nous d'un côté pour avoir une communauté et d'un autre côté un État qui représente quelque sorte l'ensemble des individus, quel qu'en soit le mode. Il semblerait que la solution géniale, c'est l'État-nation. En effet, l'État va représenter la force publique et la loi qui va s'imposer à tous dans un régime où chacun pense avoir sa liberté absolue, mais elle est limitée par celle des autres. Bon, ça va être la forme anonyme de l'État. Et de l'autre côté, la nation, eh bien, c'est ce qui nous permet de faire un nous, de dire nous, les Français, nous. Sauf que je ne crois pas à cette solution. C'est peut-être un des accords que j'ai avec David, parce que pour deux raisons que je vais dire très rapidement. Je pense que la nation, premièrement, et je m'abrite derrière un certain nombre d'historiens, est une invention du nationalisme et non pas l'inverse. Que la nation, moi, française que j'ai connue, elle allait de Dunkerque à Tamanrasset, et que c'est créé par le nationalisme, et qu'elle avait par conséquent nié quelque chose qui ne s'est réveillé qu'avec le nationalisme algérien, qui a créé quelque chose qui s'appelle la nation algérienne, qui en est l'effet. Deuxièmement, parce que la nation, elle est toujours l'effet, comme tout nous, d'un certain nombre de récits. Or, il y a 4 types de récits qui peuvent créer l'idée de nation. Ethnique, historique, religieux ou politique. Et linguistique, pardon. Et linguistique. Or, ces 4 récits ne s'accordent jamais. C'est pourquoi ils ne s'accordent jamais. On a pu croire qu'ils s'accordaient pour la France ou pour les États-Unis, mais ça n'est pas le cas. Y a-t-il une nation arabe? C'est ce que voulait Nasser. Aujourd'hui, il y a une autre forme de nationalisme qui est État islamique, etc. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, et ça je crois que ça se démontre, mais je ne peux pas usurper tout le temps, il ne peut pas y avoir de coexistence entre ces 4 manières d'écrire le récit national. Et forcément, eh bien, si on l'écrit d'une certaine manière, on va écraser les langues régionales, ou on va écraser d'autres formes de récits, ou on va écraser d'autres formes de religion, etc., etc. Bon, mais enfin... Et par conséquent, la conclusion, c'est que si ce n'est pas la bonne solution, l'État-nation, eh bien, je pense que la solution, en effet, est celle qui consiste à aller au-delà de l'État-nation et de construire quelque chose qui ressemblait à ce que nous avions cru pouvoir devenir l'Europe et qui, pour l'instant, est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est en panne. Oui, alors rapidement, le tragique, c'est qu'on a le choix qu'entre une mauvaise décision et une pire. J'en suis d'accord, en vérité, c'est la vie quotidienne des politiques. C'est aussi que rien ne garantit que le peuple ait raison. Le peuple souverain peut prendre souverainement une très mauvaise
décision, on a mis l'exemple historique, et qu'en politique, c'est les plus forts qui gagnent. C'est pour ça que la politique n'est pas morale, c'est que ce n'est pas les plus vertueux qui gouvernent, c'est les plus forts. En démocratie, ceux qui ont gagné les élections. Et donc le tragique est essentiel à la politique, mais encore une fois, à mon avis, il est essentiel à la condition humaine, et la seule chose à faire de ce point de vue, c'est l'accepter. Une illustration de ce tragique, c'est que démocratie libérale, ce n'est pas un pléonasme. Alors bien sûr, il est souhaitable que la démocratie soit libérale, et si elle n'est pas libérale du tout, elle ne pourra plus être tout à fait démocratique. Je suis d'accord là-dessus, mais malgré tout, rien n'interdit au peuple souverain de suspendre, voire d'abolir telle ou telle liberté individuelle. Au fond, quand la Convention décrète la terreur jusqu'à la paix, en 1793, je parle sous le contrôle des historiens qui sont là, la Convention instaure une démocratie non libérale, jusqu'à la paix en principe. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les démocratures ou les démocraties illibérales confirme ça. C'est qu'il est bien sûr souhaitable que la démocratie soit libérale dans sa logique, elle doit l'être, mais en pratique, elle ne l'est pas forcément, elle ne l'est d'ailleurs jamais totalement. Un point très important, c'est la question de l'individualisme. Une chose qui m'a bien plu dans les débats des 2 jours précédents, c'est que j'ai très rarement entendu le mot individualisme au sens péjoratif du terme, comme un synonyme d'égoïsme. Quelqu'un a même dit, je ne sais plus qui c'était, mais j'en suis d'accord, l'individualisme et la démocratie sont indissociables. Vous savez, il y a une formule d'André Gide que j'aime beaucoup. André Gide écrit quelque part, il faut suivre sa pente, enfin, l'expression est connue, mais il ajoute, il faut suivre sa pente, mais en la remontant. Alors mon idée, c'est que la pente de l'époque, c'est l'individualisme. Et que c'est bien. Le contraire de l'individualisme, c'est ce qu'on appelle les sociétés holistiques, où le tout domine l'individu. On ne va quand même pas regretter le temps où on brûlait les hérétiques parce qu'ils n'avaient pas la même religion que le groupe. Où on mettait les homosexuels en prison parce qu'ils n'avaient pas la même sexualité que le groupe. Parce que, chère madame, c'est vrai qu'il y a des dangers du côté du transhumanisme, etc. Mais reconnaissons en même temps que notre société est moralement, à mon sens, très supérieure à ce qu'elle était il y a 50 ou 100 ans. On n'a jamais aussi bien défendu les libertés individuelles, on n'a jamais autant combattu l'homophobie, on n'a jamais autant combattu le racisme. Quand j'étais gamin, n'importe quel maghrébin se faisait traiter de bico et personne n'aurait eu l'idée de le condamner juridiquement pour ça. Donc l'individualisme, c'est la pente de l'époque. On ne va pas revenir au Moyen-Âge, et moi je m'en réjouis. Sauf que cette pente, on peut la suivre en remontant ou bien en descendant. Si vous la suivez en remontant, c'est-à-dire du côté de l'universel, l'individualisme, c'est quoi? C'est dire il n'y a rien de plus précieux qu'un individu humain. Mais au fond, c'est vrai. Et si vous remontez cette pente individualiste de l'époque en remontant vers l'universel, ça veut dire il n'y a rien de plus précieux qu'un être humain, quel qu'il soit. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Sauf que si vous suivez cette même pente de l'époque en descendant vers le nombril ou un peu plus bas, ça veut dire il n'y a rien de plus précieux que moi. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est la même pente, c'est la même logique. Même si l'égoïsme n'a pas attendu la démocratie pour exister. Je vous renvoie au texte des anciens, mais c'est la même logique. Et une partie du tragique, à nouveau, c'est que, mais là ça relève peut-être plus de la morale que de la politique, chacun d'entre nous, à chaque moment de sa vie, a le choix, non pas de sa pente, c'est-à-dire de son époque, mais a le choix de la suivre en remontant vers l'universel, du côté de l'humanisme, ou en descendant vers le bas, du côté de l'égoïsme. Et à nouveau, on retrouve l'opposition entre la logique démocratique qui tend à l'humanisme et la logique capitaliste, la consommation, qui tend à l'égoïsme. Alors, ne comptons pas sur la morale pour résoudre ce problème, mais ça se pose à l'échelle individuelle. Juste un dernier mot que je voulais dire avant qu'on se sépare. Moi, ce qui m'a frappé en tant que témoin ces 2 derniers jours, c'est les applaudissements. Si on laisse de côté le dernier débat sur la question du populisme, où là on applaudissait ou pas en fonction de ce qu'on pensait en gros des gilets jaunes. Mais les autres débats, les applaudissements, dans mon souvenir, mais j'ai fait attention à ça, j'ai observé vraiment, ne sont nés que dans 2 types de circonstances. Soit quand quelqu'un parlait de morale, invoquait la vertu, disant qu'il valait mieux être honnête que malhonnête. Alors là, c'est un scoop, tout le monde applaudit. Ou bien quand quelqu'un disait du mal, non pas de la politique, mais des politiques. Et moi, ça me frappe depuis 20 ans. La morale, tout le monde est pour. Les politiques, tout le monde est contre. À nouveau, je trouve ça malsain.
Parce qu'autant monter la pente ou la descendre individuellement, c'est notre affaire morale qui concerne chacun d'entre nous. Mais pour agir ensemble, la morale est totalement impuissante, totalement impuissante. La République m'a humilié 3 fois. Alors, je vous raconte la chose rapidement. Comme vous savez, je suis philosophe. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Je ne m'intéresse pas du tout à l'automobile et je n'aime pas du tout la vitesse. Ça veut dire que sur autoroute, je roulais rarement au-delà de 140. Je savais bien que c'était limité à 130, mais c'était comme tout le monde, 140. Non, 150, ça m'est arrivé, bien sûr, mais que c'était vraiment, j'étais pressé. Et 160, je vous jure, c'était quand même très, très exceptionnel. C'était que j'avais une très bonne raison. Et j'avais beau penser à mes enfants en bas âge, j'avais beau relire Kant, Spinoza, Montaigne, j'avais beau ne pas aimer la vitesse, l'aiguille restait à 140, 150, 160 km/h. 3 petits radars, 3 petits PV, 3 petits points en moins sur mon permis de conduire ont été plus efficaces pour me faire lever le pied que la lecture des plus grands philosophes du monde et que l'amour que j'avais pour mes enfants. Je dis merci à la République pour la leçon. Mais ce qui me frappe quant au fond, c'est que le paradoxe, c'est que les lois qui limitent les vitesses, qui instaurent des radars, mais je les ai votées. Ou en tout cas, j'ai élu les représentants qui l'ont voté et je suis à fond pour ces lois. Donc en tant que citoyen, je suis pour. Et en tant que conducteur, je ne la respecte pas. Pourquoi? Mais c'est que la loi que je vote, c'est pour limiter votre vitesse à vous, bien sûr. Quand je suis au volant, la seule vitesse qui m'importe, c'est la mienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bien plus responsable comme citoyen que comme automobiliste. C'est vrai de nous tous. Nous sommes tous plus responsables en tant que citoyens qu'en tant que consommateurs. Et donc, si nous voulons être efficaces, agir ensemble, y compris, et peut-être surtout s'agissant d'écologie, ne comptons pas sur la seule conscience morale individuelle. C'est du pipeau. Enfin, c'est du pipeau, c'est important. Prenez des douches plutôt que des bains, triez vos déchets, etc. Mais nous n'avons une chance de réussir que si la politique s'en mêle. La politique, c'est-à-dire, non pas les politiques, c'est-à-dire nous tous. Mais nous tous en tant que citoyens, et pas seulement nous tous en tant que sujets prétendument moraux. Ne bougez pas, vous restez là.